Voilà, alors le but de cette intervention est de vous présenter très brièvement l'éducation, je l'appelle biplurilingue. Si vous voulez par la suite, je pourrais vous expliquer pourquoi, j'espère que vous le comprendrez, telle qu'elle a été conçue pour le système éducatif de la région italienne où je vis. Éducation biplurilingue à laquelle j'ai par ailleurs longtemps et concrètement travaillé. Alors le Val d'Aoste, le voici, est la plus petite des régions italiennes. Elle se situe, vous voyez, au nord de l'Italie, dans la chaîne montagneuse des Alpes. Elle est coincée entre la France à l'ouest et la Suisse au nord. Elle est entièrement encerclée de montagnes. Historiquement, le Val d'Aoste a appartenu depuis le XIe siècle à un tout petit duché, le duché de Savoie, situé à cheval des montagnes et comprenant des régions qui font actuellement partie de la France et de la Suisse. Si la langue locale était le franco-provençal, un parler de l'ère gallo-romane sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, la langue française a été introduite très tôt, au XIVe siècle, à la cour de Savoie. Donc c'est le duc qui a commencé à parler français. Elle remplacera le latin comme langue officielle de l'administration, de l'école et de l'Église à partir de 1561. C'est-à-dire seulement 22 ans, à peine après l'ordonnance de Villers-Cotterêts, par laquelle François Ier avait institué en 1539 la langue française comme langue des actes officiels et de la justice pour la France. En 1861, là c'est une date clé, le Val d'Aoste bascule dans l'État italien qui se constitue sous la souveraineté de la Maison de Savoie. 1861, donc, pour le Val d'Aoste, représente le passage d'un espace qui jusqu'alors était un espace francophone diglossique, franco-provençal français, à un espace italophone en constitution et dont l'unité linguistique était encore très loin de se faire. De plus en plus italianisé au cours du temps, le Val d'Aoste doit subir, au début du XXe siècle, la politique linguistique fasciste sous le régime de Mussolini qui a tenté par diverses mesures d'éradiquer la francophonie valdôtaine. Après la Deuxième Guerre mondiale, suite au mouvement de la résistance et à un courant annexionniste qui s'est fortement manifesté et qui réclamait l'annexion à la France, le Val d'Aoste a obtenu en 1948 un statut spécial d'autonomie qui est une loi constitutionnelle de l'État qui lui donne les moyens juridiques pour sa politique linguistique de sauvegarde du français et de ses langues minoritaires. Alors, quant à la situation linguistique actuelle, le Val d'Aoste est connu surtout comme une région bilingue, à cause de la co-officialité constitutionnelle de l'italien et du français. En réalité, il s'agit, comme vous le voyez, d'un territoire multilingue, car outre les deux langues co-officielles, dont l'italien et le français, les Valdôtains parlent encore d'autres variétés de langues, notamment sur tout le territoire de la région, le franco-provençal est un des pourcentages considérables, 40% encore de locuteurs. Dans deux communes d'une vallée latérale que vous voyez là encerclées, la vallée du Lys, deux variétés de valser qui est un parler germanique. Et dans une région située au sud-est, le dialecte piémontais. Comme le Val d'Aoste a été et est encore langue d'immigration, on y parle aussi des dialectes italiens de l'ancienne migration interne et des langues et des variétés de langues de la migration plus récente, en provenance surtout du Maghreb et des pays de l'Est. Toutes ces langues, naturellement, y sont parlées en des proportions très différentes, très variables, avec une prédominance nette de l'italien, suivi par 40% environ de la population parlant encore franco-provençal, et les locuteurs présentent très souvent, avant leur entrée à l'école, des profils qui sont déjà bilingues, voire plurilingues.
Cette carte nous permet de situer l'ère du franco-provençal, là, à laquelle appartient le Val d'Ost, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce dialecte. Vous voyez, il s'agit d'un ensemble de parlers qui est situé en coin entre la langue d'Oïl et la langue d'Oc, et c'est une ère assez étendue qui touche une partie de la Suisse et de la France, jusqu'à Fribourg en Suisse, Lyon, Saint-Étienne en France, et dont le Val d'Ost constitue le prolongement le plus oriental et au-delà des Alpes. Je vous ai parlé de la complexité de la situation sociolinguistique pour vous en donner une idée. Voyez un peu les pourcentages de l'immigration récente, phénomène qui débute vers les années 2000 et qui se développe de façon assez rapide, ce qui a des effets importants dans la composition des classes à l'école. Vous voyez qu'il prévoit un nombre de plus en plus grandissant d'élèves d'origine étrangère. On peut avoir dans des écoles d'enfance 10% d'enfants étrangers. Et ce qui signifie la présence d'autres langues que les langues habituellement parlées et enseignées. Et cela signifie aussi d'autres besoins spécifiques que l'école doit prendre en compte par rapport aux élèves qui les parlent. Selon les opportunités juridiques offertes par le statut spécial d'autonomie, le français a été enseigné comme matière dans tous les établissements scolaires du Val d'Ost à partir de 1948 et à parité horaire avec l'italien, dans enseignement de la langue. Le statut d'autonomie permettait également de prévoir l'enseignement de quelques matières scolaires en langue française. Cette mesure n'a été prise que très tardivement et elle a été appliquée de façon échelonnée dans le temps. Sur cette diapositive, vous voyez qu'elle a été appliquée au niveau de l'école maternelle en 84, en 88 à l'école primaire, en 93 et 14 à l'école secondaire du premier degré, et de plus, elle n'a pas encore été appliquée au niveau de l'école secondaire du deuxième degré. Cette mesure, je vous l'ai dit, prévoit l'enseignement de toutes les matières scolaires dans les deux langues, l'italien et le français. Alors, si l'italien est appris par une très large majorité de Valdôtains en famille et dans la communauté, les compétences en français sont très majoritairement assurées par l'école et par son enseignement précoce à toute la population scolarisée de la région. Et dans le contexte sociolinguistique, on l'a vu, est caractérisé par ce biplurilinguisme individuel déjà assez diffus. Donc ce n'est pas un biplurilinguisme élitaire, puisque toute la population scolaire jouit de ces opportunités, que certains voient comme une imposition. Il faut bien le dire. Alors, si l'italien est... les trois réformes bilingues que nous avons vues, maternelle, primaire et secondaire premier degré, bien que réalisées à des moments différents, partagent certains traits. Chacune a été précédée par une phase expérimentale où des équipes d'enseignants ont élaboré et expérimenté des formes d'enseignement bilingue. Vous verrez que notre modèle est tellement particulier par rapport, par exemple, au modèle reconnu et sur lequel on a fait tellement de recherches au Canada, le modèle de l'immersion, où on a un autre modèle qui nous posait des problèmes. Comment y travailler? Chaque début de réforme a été accompagné par des formations à l'intention des enseignants. Le suivi et le conseil didactique ont été assurés par des profils professionnels spécifiques qui ont été formés, des enseignants qui ont reçu une formation de formateurs. Et enfin, des matériels didactiques ont été créés et mis à la disposition des enseignants. Seulement après tous ces passages, on est arrivé à une généralisation et en adaptant les programmes de l'État à notre contexte. Alors, je vous ai dit modèle particulier. Nous avons, disons, rejeté
je vous dirai si vous me posez la question pourquoi, certains principes binaires classiques de certains programmes très connus. Celui d'une langue, une personne, selon lequel il faudrait qu'il y ait toujours deux personnes parlant chacune une langue différente. On a refusé le principe d'une séparation entre école en une langue et école dans l'autre, ce qui est par exemple appliqué dans une autre région italienne qui a des problématiques minoritaires comme le Val d'Ost. C'est un autre modèle possible. Et enfin, on a rejeté ce que le statut en réalité demandait, le principe une discipline, une langue, qui prévoit donc une seule discipline, une seule langue par discipline. Ces principes ont été jugés actuellement dépassés d'un point de vue scientifique, car excessivement orientés par une conception monolingue, cloisonnée du bilinguisme, comme si le fait de pratiquer deux langues l'une à côté de l'autre pouvait leur faire mal ou faire mal à leur apprentissage. Alors, quels sont les principes que nous avons adoptés? Alors, ils ont été établis pour les besoins spécifiques du Val d'Ost, l'utilisation des deux langues, l'italien et le français, dans toutes les disciplines. En principe, je dis parce que les prescriptions ne sont jamais la réalité absolue, à parité horaire, dans toutes les activités didactiques que les disciplines impliquent, et cet emploi alterné des deux langues devrait être instauré par tous les enseignants, chacun dans leur discipline. Cette alternance des langues trouve une justification scientifique dans les travaux, surtout suisses, Grosjean, Lüdi, Pi, autour du fonctionnement des personnes bilingues. Fonctionnement qui se caractérise non pas par une séparation nette entre les deux langues si la situation ne le requiert pas, mais par le recours, selon les situations de communication, à des modes monolingues, dans une langue ou dans l'autre langue, et à des modes bilingues, avec l'emploi alterné des langues. Alors, le modèle valdôtain se fonde donc sur une conception bilingue et scientifique de la personne bilingue qui n'est pas la somme de deux monolingues. Et de l'autre côté, il nous a fallu trouver et expérimenter les fonctions didactiques de cette alternance. Et ce, non seulement en vue de meilleurs acquis linguistiques, mais aussi en vue des acquis disciplinaires qui nous préoccupaient aussi comme les parents au Canada. Ainsi, l'alternance a été envisagée comme un moyen supplémentaire de reformulation par le passage d'une langue à une autre pour mieux construire et ancrer les concepts disciplinaires. Outre cette spécificité de l'enseignement bilingue des matières et des disciplines scolaires, le modèle valdôtain prévoit l'enseignement parallèle des deux langues, l'italien et le français, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres modèles comme certains modèles immersifs. De plus, le bilinguisme scolaire ainsi entendu, c'est-à-dire les deux langues dans toutes les disciplines, s'ouvre au plurilinguisme par l'enseignement dès la première classe du primaire de l'anglais comme langue étrangère. Et à partir de l'année scolaire 2012-2013, des classes optionnelles et expérimentales de franco-provençal, dont de la langue du terroir, seront offertes aux élèves, très nombreux, qui ont adhéré à l'initiative offerte par l'administration. Alors, l'éducation bilingue au Val d'Ost commence à l'école maternelle. Quand les élèves arrivent à l'école primaire, ils ont déjà suivi 3 années d'apprentissage du français. L'école primaire a développé sa réflexion dans des directions assez spécifiques pour essayer de répondre aux caractéristiques de ce niveau scolaire. La première interrogation a concerné le fait de confronter tout de suite des élèves
ou de langue écrite. Bon, les réflexions, qui ne sont malheureusement pas trop nombreuses non plus, les recherches, à vrai dire, et qui sont désormais éloignées dans le temps, menées à ce sujet, ne montrent pas de problème particulier pour les élèves. Dans les 3 années de sensibilisation et de pratique à l'école maternelle, ont développé une sensibilité métalinguistique à propos des 2 langues et des similarités, des différences qui les caractérisent. Cela semble suffisant et cela n'est pas ressenti, cette double alphabétisation, comme un problème par les enseignants. L'école primaire a dû réfléchir, la première, à propos de l'alternance des langues et des genres de discours dans les matières scolaires. Mais malgré un début de réflexion qui était très prometteur sur ces 2 dimensions de l'enseignement bilingue, l'école primaire a préféré approfondir surtout celle de l'alternance des genres discursifs, en abandonnant quelque peu la réflexion, pourtant tout à fait indispensable, sur la fonction de l'alternance des langues pour l'acquisition des disciplines autres que linguistiques. Cette 2e dimension de l'enseignement bilingue sera approfondie et développée par l'école secondaire du 1er degré et les résultats vont retomber en partie sur l'école primaire. L'école primaire, c'est donc surtout centrée sur une démarche tout à fait intéressante et a proposé des matériaux de grande qualité, prêts à l'emploi, sur les différents types de séquences, narratives, argumentatives, descriptives, etc. Une autre démarche prônée, celle-ci plutôt par une association professionnelle d'enseignants, est celle des situations problèmes. Une démarche active qui débute par la définition d'un problème lié à des champs disciplinaires différents et qui invite les élèves à trouver et à discuter ensemble, collectivement, en travail de groupe, divers types de solutions. Alors, les expérimentations et les recherches-actions nombreuses autour de l'enseignement bilingue au Val d'Ost a permis de dégager les avantages. Du point de vue des langues, ces avantages sont l'évidence même, ainsi que la nécessité naturellement d'opérer quelques changements. Alors, l'enseignement bilingue présente de gros avantages et, dans le sens qu'il enrichit et diversifie pour la langue seconde les domaines de connaissances. Le fait qu'on passe à la géographie, à l'histoire, à l'art, à la musique et tout, ça élargit énormément les domaines. Il permet de comprendre et de produire, tant à l'oral qu'à l'écrit, une gamme beaucoup plus élargie de genres de discours. Et comme la langue seconde s'applique à des domaines de la vie scolaire des apprenants, c'est exactement ce que disait tout à l'heure notre collègue canadien, c'est-à-dire les disciplines autres que les langues, il implique un apprentissage qualitativement différent de la langue et une véritable et authentique approche communicative. Quant au changement requis, l'identité du professeur de langue doit s'orienter différemment, car il n'est plus le seul pourvoyeur de langue. De l'autre côté, les progressions des contenus langagiers à enseigner doivent tenir compte aussi des besoins qu'impliquent les autres disciplines. Mais ce que nous jugeons plus intéressant, c'est sans doute les apports de la langue seconde aux autres disciplines, car le pari était que les enseignants des disciplines devaient trouver leur compte dans cette expérience. Alors, nous avons pu vérifier ce que nous avons appelé l'effet de loupe de l'emploi de cette langue, et ce à 2 niveaux, celui de la langue dans la discipline, dans la dimension linguistique de la discipline, que de la dimension conceptuelle, c'est-à-dire dans la construction des connaissances. Au niveau de la dimension linguistique de chaque discipline, les enseignants ont pris conscience
qu'elle est présente dans de différentes manières. La dimension langagière est présente dans l'interaction en classe, dans la langue qui constitue chaque discipline, et dans le rapport que la langue naturelle, celle qu'on utilise quotidiennement, entretient avec les diverses activités impliquées dans les disciplines. Pour ce qui est de la construction des connaissances dans la discipline, les enseignants ont pu, à travers la langue seconde, qui a créé une sorte d'effet d'éloignement, s'interroger plus à fond sur la façon spécifique dont chaque discipline construit les connaissances. Il est bien évident qu'entre mathématiques et histoire, les connaissances se construisent de façon cognitivement fondamentalement différente. Au niveau des élèves, maintenant, nous avons pu nous rendre compte que la langue seconde joue un rôle important que nous avons appelé un rôle de défamiliarisation. C'est-à-dire, elle crée une sorte de distance, de distanciation entre l'apprenant et l'objet d'apprentissage. Ce qui fait que l'élève, un peu moins sûr, moins familiarisé avec la langue, s'interroge beaucoup plus à fond sur les connaissances qu'il est en train de construire et aussi sur l'analyse de la langue. Le jeu de l'alternance des deux langues a des effets d'éclairage réciproque, d'enrichissement conceptuel qui n'auraient pas lieu si l'on utilisait exclusivement une langue ou l'autre. Encore, la langue seconde, en effet, crée en elle-même une distance. Déjà, le fait d'employer une deuxième langue, ça crée une distance entre le langage quotidien et le langage scientifique, dont les rapports sont toujours problématiques et conflictuels à l'école. Elle pousse les élèves dans leur relative insécurité linguistique à mieux inspecter et analyser les énoncés, notamment les énoncés des consignes. Parfois, ils comprennent mieux, plus facilement, en langue seconde qu'en langue première, du fait de cette analyse et de cette inspection plus approfondie. Dans cette analyse, ils arrivent à découvrir sous les mots qui leur auraient paru plus familiers en langue 1, les éventuels vides conceptuels qu'ils doivent combler. Alors, vous vous demanderez à ce point ce que peuvent être les résultats de cette éducation biplurilingue, dont par ailleurs je n'ai pas le temps d'illustrer tous les problèmes, parce qu'il y en a comme partout. Depuis quelques années, l'Institut national pour l'évaluation du système éducatif du ministère de l'Éducation nationale conduit des évaluations sur tout le territoire national sur deux disciplines, l'italien et les mathématiques. Les niveaux scolaires évalués sont pour l'instant le primaire, la deuxième et la dernière, 5e classe, et l'école secondaire du premier degré, la première et la 3e classe. Ces données 2012, donc toutes fraîches, toutes récentes, montrent que le Val d'Ost est, pour ce qui est de l'italien, dans la langue 1, la langue première, préoccupation des parents avec tant de langues, apprennent-ils correctement l'italien? Eh bien, les élèves valdotins sont presque toujours au-dessus de la moyenne nationale. Et aussi pour les mathématiques, si l'on accepte le résultat négatif de la classe de 5e du primaire. Donc, globalement, dans l'ensemble, le Val d'Ost est la région qui a la notation moyenne la plus élevée en Italie. Dans les langues, on peut dire que ce système éducatif, si chargé de langues, ne fait pas mal à la langue 1, mais aide son apprentissage. Et enfin, comme dernier résultat que je peux vous soumettre, ce sont les résultats de l'enquête CDE PISA de 2009,
qui place notre région au-dessus de la moyenne italienne et de la moyenne OCDE pour les 3 domaines évolués. Évidemment, la compréhension de l'écrit, la culture mathématique et la culture scientifique, épreuves qui de nouveau ont été passées en italien. Voilà, une présentation hyper rapide. Il y a des difficultés, mais il y a de grandes chances aussi et un gros potentiel. Merci de votre écoute.